Mais il faut comprendre la portée de cet accord. Ce n'est ni de l'aide internationale, ni un don assorti de conditions restrictives, ni un prêt piégé par des taux exorbitants ou des garanties léonines. Non, il s'agit d'un investissement massif, négocié sur la base des priorités fixées par les Africains eux-mêmes, avec des clauses qui défendent la souveraineté burkinabé et la vision panafricaine. Ce tournant marque la fin d'une époque. Pour la première fois depuis décennies, un pays africain impose ses propres règles, choisit sans contrainte son partenaire et affirme haut et fort sa souveraineté. Le vieux système, élaboré par l'Occident pour maintenir l'Afrique dans une dépendance structurelle, vacille. Le Burkina Faso est en train de creuser une brèche dans cette forteresse d'exploitation économique et montre à toute l'Afrique qu'il est possible de dire non, de choisir librement, de rompre le cycle de la soumission. Un tout petit pays d'Afrique, longtemps ignoré, vient de provoquer un véritable tremblement de terre à Paris, Washington et Bruxelles. Pourquoi ce séisme ? Parce que le Burkina Faso, dont le nom évoquait jusqu'ici la pauvreté et la marginalisation, a signé un accord historique d'une valeur de 80 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Ce chiffre, écrit en toutes lettres, mesure l'ampleur du bouleversement. 80 milliards. Jamais auparavant un partenariat de cette magnitude n'avait été conclu en Afrique de l'Ouest, ni même sur le continent entier. Dans les capitales occidentales, la réaction est immédiate. La sidération. À Paris, les couloirs du Quai d'Orsay bruissent de rumeurs. Les téléphones chauffent. Mais le silence est pesant dans les bureaux des décideurs. Washington voit ses analystes s'affoler, cherchant à comprendre comment un tel accord a pu leur échapper. À Bruxelles, c'est l'incompréhension. Comment une nation aussi modeste a-t-elle pu négocier d'égal à égal avec l'une des puissances pétrolières les plus influentes du monde ? Aucun expert n'avait anticipé ce séisme géopolitique, car rien ne laissait présager un tel basculement. Ce moment charnière est porteur d'immenses espoirs, mais aussi de dangers. Si l'Afrique rate cette occasion unique, la dépendance risque de reprendre le dessus, et le continent verra une nouvelle fois son avenir lui échapper. Mais si le signal burkinabé est entendu, si d'autres nations africaines s'unissent autour de cette révolution silencieuse, alors la souveraineté africaine deviendra une réalité, capable de bouleverser l'ordre mondial établi depuis les indépendances. Pour mesurer l'ampleur de ce bouleversement, il faut revenir sur l'histoire longue et douloureuse de l'emprise occidentale sur l'Afrique. Comprendre comment le continent a été enfermé dans un système conçu, dès le départ, pour l'asservir. C'est là que le séisme du Burkina Faso prend toute sa signification. Pendant des décennies, l'Afrique a vécu sous le joug de l'aide conditionnelle, des prêts toxiques et des accords commerciaux injustes. Dès les années 60, alors que les drapeaux des nouvelles nations africaines flottaient pour la première fois, les capitales européennes et américaines ont mis en place des outils de contrôle sophistiqués. Accords de coopération monétaire, bases militaires, pactes secrets sur les matières premières et mis sous tutelle des économies locales. Ce système d'exploitation a généré des cycles de pauvreté récurrents. D'une génération à l'autre, l'Afrique recevait à peine des miettes, alors que ses matières premières prenaient la direction de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Même l'aide internationale, soi-disant altruiste, servait en réalité à maintenir la tutelle étrangère sur les politiques économiques, sociales et éducatives du continent. Dans l'imaginaire occidental, l'Afrique était vouée à l'assistanat. Toujours présentée comme fragile, elle était systématiquement placée dans la posture du mendiant, obligée de solliciter des prêts ou des dons pour survivre. Les puissances mondiales imposaient leurs conditions, dictaient les règles du jeu, accumuler des dettes colossales sur le dos des générations futures et piller sans complexe les ressources africaines. On se souvient des années 80, marquées par les plans d'ajustement structurel dictés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les États africains se voyaient alors obligés de vendre leurs entreprises publiques, d'ouvrir leurs marchés aux multinationales étrangères, de réduire leurs dépenses sociales, tout cela en échange de crédits qui n'ont fait qu'accroître leur dépendance. L'image persistante. Une Afrique incapable de négocier seule, surveillée en permanence par les capitales européennes et américaines. Les contrats signés servaient presque toujours à garantir à l'Occident un accès privilégié au pétrole, à l'or, au coton, à l'uranium, au bois ou au cacao, souvent au détriment du développement local. Prenons l'exemple du Niger, où l'uranium extrait par des sociétés étrangères est exporté vers la France, tandis que la population locale manque d'électricité. Ou celui du Ghana, dont le cacao fait la richesse des chocolatiers européens, alors que ces paysans vivent dans la précarité. Les institutions financières internationales,
comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ont imposé des réformes en échange de financement. Ces réformes obligeaient les États à privatiser leurs biens publics, à déréguler leurs marchés, à abandonner tout contrôle sur les prix de l'eau, de l'électricité ou du carburant. Les conséquences? Des coupures d'électricité à répétition, des hôpitaux sous-équipés, des écoles délabrées, une fuite massive des cerveaux et une perte de confiance des populations en leurs propres institutions. Et aujourd'hui, le partenariat historique entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite s'apprête à briser ce cycle vieux de plusieurs générations. Pour la première fois, un État africain prend l'initiative, impose ses conditions et choisit son allié sur la base d'intérêts mutuels clairement définis. Rester prisonnier de ce système, c'est accepter de sacrifier encore des décennies de potentiel, de souveraineté et d'influence sur la scène internationale. C'est laisser l'Afrique dépendre de décisions prises à Paris, à Washington ou à Bruxelles, sans jamais vraiment contrôler son propre destin. Quand l'Afrique se dresse et parle d'égal à égal, la donne mondiale change du tout au tout. À Ouagadougou, la signature de cet accord de 80 milliards de dollars résonne comme un coup de tonnerre. Ce n'est ni une aumône, ni un prêt empoisonné, ni une aide déguisée. C'est un investissement massif, pensé pour l'avenir, sans conditions humiliantes ni ingérence extérieure. L'époque où l'aide internationale servait d'entrave touche à sa fin. Regardons de près la cérémonie de signature. Pas de sourire forcé, pas de protocole paternaliste. Les délégations burkinabais et saoudiennes se sont comportées en partenaires égaux, déterminés à bâtir ensemble un nouveau modèle de coopération. Sur la table, il y a des projets dans l'infrastructure, l'énergie solaire et hydraulique, la santé, la technologie, l'agro-industrie, la défense, des secteurs stratégiques qui, jusqu'ici, étaient verrouillés par l'influence occidentale. Le symbole est fort. L'Afrique refuse désormais d'être la dernière roue du carrosse mondial. Fini le temps où l'on acceptait du matériel obsolète ou les dictats des institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou l'Union européenne. Ce pacte contourne tous les circuits classiques d'ingérence, offrant au Burkina Faso et à ses alliés une autonomie politique et financière inédite. Ce partenariat met sur pied des projets concrets. La construction de barrages hydroélectriques pour garantir l'autonomie énergétique, la création de zones industrielles pour transformer localement le coton et l'or, la mise en place d'hôpitaux ultramodernes équipés de technologies de pointe, la modernisation du réseau routier reliant le Burkina Faso à ses voisins du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Ce sont des milliers d'emplois directs et indirects qui seront créés, des compétences qui seront transférées, des chaînes de valeur qui resteront sur le continent. En Afrique, on observe déjà la montée d'un axe sud-sud où la coopération entre pays émergents devient la nouvelle norme. Les accords signés entre la Chine et l'Éthiopie pour le développement des chemins de fer ou l'investissement marocain dans l'agriculture ivoirienne prouvent que l'Afrique n'est plus condamnée à l'isolement. Regardons ce qui s'est passé ailleurs dans l'histoire. En Amérique latine, dans les années 2000, des pays comme le Brésil, le Venezuela ou la Bolivie ont résisté à la tutelle de Washington en nouant des alliances sud-sud, en créant leur propre banque de développement, en investissant massivement dans l'éducation et la santé. Ces exemples montrent que le basculement est possible, mais qu'il exige vigilance et unité. Cette autonomie inquiète profondément les puissances occidentales. À Paris, à Washington, la peur monte. Et si le modèle burkinabé faisait tache d'huile? Si, demain, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, la Tanzanie ou l'Éthiopie s'inspiraient de ce modèle et coupaient à leur tour le cordon de la dépendance? Pour les vieilles puissances, le risque est immense. Voir s'écrouler un système bâti depuis des siècles sur la domination, l'exploitation et la mainmise sur les ressources africaines. Les enjeux sont énormes. Un échec du projet ou une récupération par des acteurs extérieurs signifierait le retour de l'ingérence et l'effondrement de l'espoir de souveraineté africaine. Le statu quo d'exploitation perdurerait et la crédibilité du continent serait à nouveau mise en doute. Mais si cette dynamique se confirme, l'Afrique cessera d'être un terrain conquis pour les intérêts étrangers. Elle deviendra un acteur central capable de redéfinir les alliances mondiales. La transformation du continent dépendra de la capacité des peuples et de leurs leaders à résister, à s'unir et à préserver ce nouvel élan. L'unité est la clé. Sans elle, les divisions ethniques, politiques ou religieuses seront exploitées par ceux qui souhaitent ramener l'Afrique en arrière. Pour les peuples africains, l'enjeu dépasse largement la seule économie. Ce mouvement permettrait des avancées concrètes.
La construction d'écoles modernes, le développement d'industries locales capables de transformer les matières premières sur place, la création de milliers d'emplois qualifiés, la mise en place d'hôpitaux à la pointe, ainsi que des infrastructures de transport interconnectées à l'échelle du continent. Imaginez un Burkina Faso où chaque enfant a accès à une école équipée, où les jeunes diplômés peuvent créer leur entreprise sans quitter leur pays, où les routes relient les villages les plus reculés aux grandes villes, où l'électricité éclaire chaque foyer et chaque usine. Pourtant, un vent nouveau souffle sur la jeunesse africaine. Une fierté panafricaine renaît, portée par la conviction que l'Afrique peut écrire, seule, son avenir. Les réseaux sociaux bruisent de messages d'encouragement, de débats sur l'avenir du continent, de partage d'initiatives locales. La confiance en soi, longtemps étouffée, refait surface. Désormais, une question cruciale se pose. La souveraineté africaine survivra-t-elle à la tempête des pressions extérieures et des résistances internes? Mais comment transformer cet élan en progrès tangible pour chaque citoyen africain? Quels seront les premiers défis à relever sur ce chemin vers l'indépendance réelle et la prospérité partagée? Mais ce réveil africain suscite aussi des menaces réelles. Attendez-vous à des tentatives de sabotage, campagnes de désinformation orchestrées depuis l'étranger, divisions internes alimentées par des agents de l'ombre, déstabilisation politique sous couvert de missions humanitaires, voire intervention militaire déguisée en opération de maintien de la paix. Les tenants de l'ordre ancien ne lâcheront rien sans combattre. L'histoire récente du Mali, du Niger ou de la Centrafrique l'illustre. Chaque fois qu'un pouvoir tente de s'émanciper, il subit des pressions, des sanctions, parfois même des coups d'État fomentés de l'extérieur. Le troisième défi, c'est l'implication de la société civile, de la jeunesse, des entrepreneurs et des diasporas. Chacun doit prendre sa place, surveiller, proposer, défendre la voie du changement. C'est la vigilance populaire, unie, qui empêchera la confiscation de cette révolution. Les associations, les syndicats, les médias indépendants et les plateformes citoyennes doivent jouer leur rôle de contre-pouvoir. Il faut aussi anticiper les campagnes de désinformation et les tentatives de division qui surgiront inévitablement de l'extérieur. Les ennemis du progrès tenteront de semer la confusion et la méfiance. Notre meilleure arme sera la lucidité collective et la capacité à démasquer ces manipulations. En s'appuyant sur les médias locaux, sur l'éducation aux médias, sur l'esprit critique, l'Afrique pourra éviter les pièges qui ont tant de fois piégé ses élites. Le premier défi, c'est l'éducation. Il faut investir massivement dans la formation des jeunes, dans la recherche, dans les universités et les centres techniques. C'est ainsi que les innovations africaines pourront voir le jour et que la richesse générée profitera à tous. Prenons l'exemple du Rwanda, qui, en misant sur la technologie et l'enseignement, est parvenu à devenir un hub numérique en Afrique de l'Est. Ou celui du Sénégal, qui a investi dans l'enseignement supérieur et la médecine pour retenir ses talents sur place. Le deuxième défi, c'est la gouvernance et la transparence. La réussite de ce partenariat ne doit jamais se réduire à la croissance du PIB ou à l'accumulation de devises. Elle doit se traduire par une gestion exemplaire, du plus petit village aux plus hautes sphères de l'État. L'unité panafricaine doit être notre bouclier contre la corruption et la récupération, car la division reste l'arme favorite de ceux qui souhaitent voir échouer ce réveil. Il faut s'inspirer des modèles qui ont fait leurs preuves, comme le Botswana, qui a su gérer ses ressources diamantifères avec rigueur et équité. Enfin, la réussite du Burkina Faso doit devenir un modèle pour tout le continent. Si ce pays parvient à franchir ce cap, il ouvrira la voie au Mali, au Niger, au Congo, à l'Éthiopie et à bien d'autres. L'Afrique, unie et solidaire, pourra alors écrire sa souveraineté, inspirer le monde et devenir enfin maître de son avenir. Ensuite, en misant sur l'innovation locale, financer les startups, appuyer l'agriculture intelligente, investir dans les énergies renouvelables, encourager la recherche médicale et les technologies adaptées aux réalités africaines. Des initiatives comme le M-Pesa au Kenya ou le vaccin antipaludique développé au Burkina Faso montrent que le génie africain existe et ne demande qu'à s'épanouir si on lui donne les moyens. Comment le Burkina Faso et ses alliés comptent-ils déjouer ces pièges? D'abord, en diversifiant leurs partenariats. Il ne s'agit pas de remplacer une dépendance par une autre, mais de multiplier les alliances, de négocier avec la Chine, la Turquie, l'Inde, le Brésil, la Russie, tout en gardant la main sur leurs intérêts stratégiques.
Ensuite, en renforçant l'intégration régionale, à travers des organisations comme la CEDEAO ou l'Union africaine, pour parler d'une seule voix sur la scène internationale. Mais la route ne sera pas sans obstacles. Déjà, dans l'ombre, certains intérêts menacés s'activent pour faire dérailler ce changement. Certains acteurs, y compris africains, tenteront de profiter de la situation pour s'enrichir personnellement ou pour servir des agendas étrangers. D'autres essaieront de créer des divisions entre les pays, de relancer les conflits frontaliers ou de manipuler les élections. Le Burkina Faso devra donc renforcer ses institutions, protéger ses frontières et garantir la stabilité politique pour que cette révolution ne soit pas confisquée. L'histoire ne s'écrit pas sans nous. À chaque citoyen de porter la flamme du changement, ici et maintenant. Ce tournant n'est pas l'œuvre du hasard, ni celle d'une poignée de leaders. Il est le fruit de décennies de luttes, de rêves étouffés, de sacrifices muets, menés par des peuples africains qui, après tant d'humiliations, relèvent enfin la tête. La signature de ce partenariat historique de 80 milliards de dollars entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite n'est pas un aboutissement. C'est un signal d'alarme, un appel à s'éveiller. Elle prouve que le sort n'est pas scellé pour celles et ceux qui osent rompre la fatalité, qui refusent la dépendance et s'unissent pour choisir leur avenir. Et aujourd'hui, une brèche s'ouvre enfin dans le mur de l'histoire. Le temps du silence est révolu. Nous tenons entre nos mains la chance rare de réinventer notre avenir, d'affirmer que notre voix compte, que notre volonté est souveraine, que notre destin n'appartient à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Ignorer cette main tendue serait retomber dans le piège de la résignation, condamner nos enfants à revivre les chaînes que nous avons peiné à briser. Le danger est immense. Refuser l'audace, c'est accepter que demain ne soit que la répétition d'hier, que l'Afrique subisse encore au lieu de façonner son destin. À toutes celles et ceux qui doutent, souvenez-vous, aucune révolution ne s'écrit depuis les gradins. À chaque Africain, à chaque citoyen, de transformer l'étincelle en brasier, les promesses en action, la parole en victoire. À vous maintenant de décider quelle page vous écrirez dans cette histoire. N'oublions jamais. Laisser passer cette chance, c'est renoncer à l'avenir. Saisir cette opportunité, c'est écrire la première ligne d'un chapitre africain nouveau, fier, libre et debout. L'histoire appartient à celles et ceux qui osent la rêver, puis la bâtir, décision après décision, sans relâche. C'est une marche qui commence aujourd'hui, sans illusion naïve, mais avec la lucidité du chemin et la conscience des obstacles. N'attendons plus le feu vert de l'Occident, ni l'aval de ceux qui redoutent notre réussite. L'audace est notre arme, l'union notre force, la lucidité notre bouclier. Ce partenariat n'est qu'un début, une invitation à multiplier les choix courageux, à refuser la peur comme boussole.